Saudi Arabia est souvent présenté comme une puissance énergétique mondiale, un État riche, stable, capable d'acheter presque tout ce dont il a besoin sur les marchés internationaux. Pourtant, derrière cette image de prospérité se cache une réalité beaucoup plus inconfortable, presque ironique. Le royaume figure parmi les pays les plus pauvres en eau douce de la planète. Ici, il n'existe aucun fleuve naturel, les précipitations annuelles sont extrêmement faibles et les ressources en eau renouvelable sont proches du néant. En d'autres termes, le pays n'a jamais réellement disposé des bases hydrologiques nécessaires à une société moderne de grande échelle. Pendant des décennies, cette contrainte a été masquée par deux leviers artificiels. Le premier fut l'exploitation massive des nappes phréatiques fossiles, constituées il y a des dizaines de milliers d'années, à une époque où le climat de la péninsule arabique était radicalement différent. Le second fut la richesse pétrolière, qui a permis de subventionner l'eau comme si elle était une ressource abondante, presque gratuite, sans lien avec sa rareté réelle. Cette combinaison a produit une illusion dangereuse, celle d'un pays désertique vivant comme s'il disposait de rivières, de pluies régulières et de réservoirs naturels inépuisables. Le paradoxe est frappant. Dans un environnement où chaque goutte d'eau devrait être traitée comme un actif stratégique, l'eau a longtemps été consommée sans véritable signal de rareté. L'agriculture intensive s'est développée au cœur du désert, les villes ont grandi rapidement et la demande domestique a explosé. Tout cela reposait sur un capital hydrique non renouvelable, condamné à s'épuiser. Contrairement au pétrole, que l'on peut choisir de ne pas extraire pendant une période donnée, l'eau souterraine fossile, une fois pompée, disparaît définitivement. Ce décalage entre la réalité géographique et le modèle de développement a progressivement transformé l'eau en talon d'Achille du royaume. Derrière les gratte-ciel, les complexes industriels et les projets futuristes, une question fondamentale s'est imposée. Comment un État peut-il garantir sa survie économique, sociale et politique lorsqu'il ne dispose pas de l'élément le plus basique de tous? C'est à partir de cette contradiction que va naître l'une des stratégies hydrauliques les plus ambitieuses jamais envisagées. Face à cette contradiction structurelle, Saudi Arabia n'a pas eu d'autre choix que de revoir en profondeur sa politique de l'eau. Le signal d'alarme est apparu lorsque les données hydrologiques ont confirmé ce que les experts redoutaient depuis longtemps. Les nappes phréatiques fossiles, piliers invisibles du développement agricole et urbain, se vidaient à un rythme alarmant. Ces réserves, accumulées sur des milliers d'années, n'étaient pas seulement en train de diminuer, elles approchaient un point de non-retour. Continuer sur cette trajectoire revenait à hypothéquer l'avenir du pays. Pendant longtemps, l'eau a été massivement subventionnée. Les ménages, les exploitations agricoles et même certaines industries n'avaient pratiquement aucune incitation à modérer leur consommation. Le prix payé ne reflétait ni la rareté de la ressource, ni son coût réel de production. Cette politique, politiquement confortable à court terme, a produit des effets pervers. Gaspillage, inefficacité et dépendance totale à un système artificiel. Lorsque l'État a commencé à réduire progressivement les subventions, la réalité est devenue impossible à ignorer. Un tournant symbolique mais crucial fut la décision d'abandonner la production nationale de blé. Pendant des années, le royaume avait cherché à atteindre l'autosuffisance alimentaire dans le désert, au prix d'une consommation d'eau démesurée. Les chiffres étaient implacables. Produire une tonne de blé localement coûtait bien plus en eau que l'importer depuis des régions naturellement fertiles. En mettant fin à cette stratégie, Saudi Arabia a reconnu une vérité dérangeante mais essentielle. Certaines ambitions agricoles étaient incompatibles avec sa géographie. À partir de ce moment, l'eau a cessé d'être traitée comme un simple service public pour devenir un enjeu de sécurité nationale. La question n'était plus seulement de fournir de l'eau aujourd'hui, mais de garantir sa disponibilité demain, dans 20 ans et au-delà. Cette réorientation a ouvert la voie à une approche radicalement différente, où la gestion, la technologie et la planification à long terme prenaient le pas sur l'exploitation aveugle des ressources naturelles. C'est dans ce contexte de remise en question profonde que le dessalement de l'eau de mer s'est imposé comme la pierre angulaire de la nouvelle stratégie hydrique de Saudi Arabia. Contrairement à de nombreux pays qui considèrent encore le dessalement comme une solution d'appoint, coûteuse et marginale, le royaume en a fait un système industriel à grande échelle, intégré au fonctionnement même de l'État. Aujourd'hui, Saudi Arabia est devenu le premier producteur mondial d'eau dessalée, un fait rarement mis en avant mais absolument central pour comprendre l'ambition du projet de rivière artificielle. Le cœur de ce système repose sur un vaste réseau d'usines de dessalement réparties le long de la côte de la mer Rouge et du golfe arabo-persique. Ces installations ne sont pas de simples infrastructures locales, mais de véritables complexes industriels capables de produire chaque jour des volumes d'eau comparables à ceux de grands fleuves dans d'autres régions du monde. Cette capacité n'est pas le fruit d'une innovation soudaine, mais celui de plusieurs décennies d'investissement continus, d'apprentissage technologique et d'optimisation à grande échelle. Deux grandes technologies dominent ce dispositif. La première repose sur la filtration par membrane, qui consiste à forcer l'eau de mer à travers des barrières semi-perméables, retenant le sel et les impuretés. Cette méthode, plus efficace sur le plan énergétique, est devenue la norme pour les installations les plus récentes. La seconde, dite thermique, utilise la chaleur pour évaporer l'eau, puis la condenser afin d'obtenir une eau douce pratiquement pure. Plus énergivore, elle reste néanmoins très fiable et particulièrement adaptée à un pays disposant de ressources énergétiques abondantes. Ce qui distingue Saudi Arabia des autres États désertiques,
Ce n'est pas seulement le recours au dessalement, mais son industrialisation sans précédent. Là où ailleurs, cette technologie sert à compléter des ressources naturelles existantes, ici elle remplace presque entièrement les rivières, les lacs et les pluies. Le dessalement n'est plus une solution temporaire à une pénurie, il devient la source principale, structurelle et permanente de l'approvisionnement en eau. C'est sur cette base bien réelle, et non sur une vision futuriste abstraite, que peut être envisagée l'idée d'une rivière artificielle traversant le désert. L'idée d'une rivière artificielle traversant le désert saoudien ne relève pas d'un simple effet d'annonce ou d'une métaphore médiatique habile. Elle correspond à une réalité technique beaucoup plus sobre, mais aussi beaucoup plus ambitieuse, la création d'un réseau souterrain de transport d'eau douce à l'échelle d'un continent. Contrairement à l'image romantique d'un cours d'eau visible serpentant dans le sable, le projet repose sur une infrastructure enterrée, pensée comme un système logistique comparable à un réseau énergétique ou à un oléoduc géant. Le principe est relativement simple sur le papier, mais redoutablement complexe à mettre en œuvre. L'eau dessalée produite sur les côtes est acheminée vers l'intérieur du pays à travers des conduites de grande dimension, enfouies profondément sous la surface. Ce choix n'est pas anodin. Dans un environnement où les températures peuvent dépasser des seuils extrêmes, toute infrastructure exposée subit des pertes massives par évaporation. En plaçant le système sous terre, le royaume cherche à préserver chaque mètre cube d'eau, comme s'il s'agissait d'une ressource stratégique au même titre que le pétrole. Les dimensions annoncées donnent le vertige. Le réseau total atteindrait une longueur cumulée de plus de 12 000 km, soit bien davantage que la plupart des grands fleuves naturels de la planète. Les conduites sont conçues pour transporter des volumes d'eau continus, avec une largeur fonctionnelle d'environ 11 mètres et une profondeur moyenne de 4 mètres dans les sections ouvertes, tandis que les segments fermés reposent sur des tuyaux renforcés, protégés contre la corrosion et les variations de pression. Nous ne sommes pas face à un ouvrage unique, mais à une mosaïque de tronçons, de stations de pompage et de points de distribution. La comparaison avec des fleuves emblématiques comme le Nil est souvent utilisée pour frapper les esprits, mais elle peut être trompeuse. Un fleuve naturel est le produit d'un bassin versant, de pluies, de cycles climatiques et de processus géologiques. La rivière artificielle saoudienne, elle, est un système entièrement contrôlé, dépendant de l'énergie, de la maintenance et de la stabilité politique. Elle ne coule pas parce que la nature l'impose, mais parce que des machines la font vivre. C'est précisément là que se situe la véritable ambition du projet. Il ne s'agit pas de copier la nature, mais de la remplacer là où elle fait défaut. Le royaume ne prétend pas créer un écosystème fluvial naturel, mais une infrastructure vitale, pensée pour alimenter des villes, des exploitations agricoles ciblées et des zones industrielles. Derrière les images spectaculaires, la rivière artificielle apparaît surtout comme un pari assumé sur la supériorité de l'ingénierie sur la géographie. L'enjeu central de cette rivière artificielle ne se limite pas à une démonstration de puissance technologique. Il touche directement à l'économie réelle du royaume et, plus précisément, à la question hautement sensible de la sécurité alimentaire. Dans un pays où la majorité des denrées de base sont importées, l'eau devient un facteur déterminant non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour la stabilité sociale et politique. Sans eau fiable, aucune stratégie de diversification économique ne peut réellement fonctionner. Pendant longtemps, Saudi Arabia a compensé son manque de ressources agricoles par sa capacité financière. Le raisonnement était simple, tant que les revenus pétroliers permettaient d'acheter de la nourriture sur les marchés mondiaux, la dépendance extérieure restait acceptable. Mais cette logique présente deux failles majeures. La première est géopolitique. Les chaînes d'approvisionnement mondiales sont vulnérables aux crises, aux conflits et aux chocs climatiques. La seconde est économique. À mesure que la population augmente et que les habitudes de consommation évoluent, la facture alimentaire devient de plus en plus lourde, même pour un État riche. La rivière artificielle s'inscrit donc dans une tentative de rééquilibrage. L'objectif n'est pas de transformer l'ensemble du désert en champ de céréales, comme ce fut le cas par le passé, avec des résultats désastreux sur le plan hydrique. Il s'agit plutôt de soutenir une agriculture ciblée, technologiquement avancée, utilisant des systèmes d'irrigation de précision, des serres climatisées et des cultures à forte valeur ajoutée. Dans ce modèle, chaque litre d'eau est compté, mesuré et optimisé, loin des pratiques intensives du passé. Au-delà de l'agriculture, l'accès sécurisé à l'eau conditionne le développement de secteurs entiers de l'économie non pétrolière. Les zones industrielles, les villes nouvelles et les projets touristiques de grande ampleur dépendent tous d'un approvisionnement hydrique stable. Sans cela, les discours sur la diversification économique resteraient théoriques. L'eau devient ainsi un préalable silencieux à toute transformation structurelle du pays. Cependant, cette stratégie pose une question rarement abordée frontalement: qui bénéficie réellement de cette eau nouvelle? Les grandes exploitations modernes, les projets urbains ambitieux et les industries stratégiques sont clairement prioritaires. En revanche, les usages plus diffus, moins rentables économiquement, risquent de rester secondaires. La rivière artificielle n'efface donc pas les choix politiques, elle les rend simplement plus visibles. Elle redistribue l'eau comme on redistribue un capital, avec des gagnants évidents et des arbitrages parfois contestables. Aussi impressionnante soit-elle, la stratégie hydrique de Saudi Arabia n'échappe pas aux critiques, ni aux limites physiques et économiques qui accompagnent toute intervention humaine de cette ampleur. Le premier point de friction concerne l'énergie.
Le dessalement de l'eau de mer, même dans ses formes les plus avancées, reste un processus extrêmement énergivore. Chaque mètre cube d'eau produit dépend d'une chaîne énergétique lourde, continue et coûteuse. Tant que le royaume dispose de ressources énergétiques abondantes, ce modèle semble viable. Mais il lie durablement l'accès à l'eau à la disponibilité d'énergie bon marché, créant une dépendance structurelle difficile à ignorer. À cette contrainte s'ajoute la question environnementale, souvent reléguée au second plan dans les discours officiels. Le dessalement génère d'importantes quantités de saumure, une eau résiduelle très concentrée en sel et en produits chimiques. Rejetée en mer, cette saumure modifie localement la salinité, la température et l'équilibre biologique des écosystèmes côtiers. Les chercheurs s'accordent à dire que, à grande échelle, ces rejets peuvent affecter durablement la biodiversité marine, en particulier dans des zones semi-fermées comme la mer Rouge. Un autre point sensible concerne la durabilité à long terme du modèle. La rivière artificielle n'est pas un système autonome. Elle nécessite une maintenance constante, des infrastructures de pompage complexes et une surveillance permanente. Une panne majeure, un conflit régional ou une crise énergétique pourraient interrompre brutalement l'approvisionnement en eau de vastes zones intérieures. Là où un fleuve naturel continue de couler malgré les crises humaines, un fleuve artificiel s'arrête dès que les machines cessent de fonctionner. Les critiques soulignent également un risque plus subtil, celui de repousser les limites sans jamais remettre en cause le modèle de consommation. En rendant l'eau techniquement disponible, même à un coût élevé, le royaume pourrait être tenté de prolonger des usages qui restent fondamentalement incompatibles avec un environnement désertique. La technologie, dans ce cas, ne résout pas le problème, elle en masque les symptômes. Ces réserves ne signifient pas que le projet est voué à l'échec. Elles rappellent simplement que l'ingénierie ne peut pas abolir les lois physiques, ni les compromis écologiques. La rivière artificielle représente une réponse puissante à une contrainte immédiate, mais elle ouvre aussi un débat plus profond sur les limites de la maîtrise humaine de la nature. Un débat que Saudi Arabia, volontairement ou non, place désormais au cœur de la scène internationale. Au-delà du cas spécifique de Saudi Arabia, la question posée par cette rivière artificielle dépasse largement les frontières du royaume. Elle interpelle directement tous les États confrontés à la raréfaction de l'eau, à la croissance démographique et au dérèglement climatique. Le message implicite est clair. Lorsque la nature ne fournit plus les conditions nécessaires à la survie d'une société moderne, la technologie devient une option stratégique, parfois la seule encore disponible. Mais cette option n'est ni universelle, ni reproductible partout. Peu de pays disposent des ressources financières, énergétiques et institutionnelles permettant de bâtir et d'entretenir un système hydrique entièrement artificiel à l'échelle d'un territoire national. Dans ce sens, le modèle saoudien ne constitue pas une solution clé en main pour le monde, mais plutôt une expérience extrême menée là où les contraintes sont maximales et les moyens exceptionnels. Certains États pourront s'en inspirer partiellement, notamment dans l'optimisation du dessalement, la réduction des pertes ou la planification à long terme. D'autres devront reconnaître que cette voie leur est tout simplement inaccessible. Un basculement conceptuel majeur se dessine néanmoins. Pendant des siècles, la puissance d'un État était intimement liée à l'abondance de ses terres, de ses fleuves et de ses pluies. Aujourd'hui, l'eau devient un produit industriel, transporté, stocké et distribué comme l'énergie ou les données. Dans cette logique, Saudi Arabia ne cherche pas seulement à résoudre une crise immédiate, mais à redéfinir les règles du jeu. L'eau, autrefois donnée par la géographie, devient un actif stratégique construit par l'ingénierie. La question fondamentale reste toutefois entière. Cette fuite en avant technologique permet-elle de gagner du temps ou de changer réellement de trajectoire? Transformer le désert en espace habitable grâce à des machines repousse les limites, mais ne supprime pas les contraintes écologiques de fond. La rivière artificielle n'abolit pas la rareté. Elle la gère, parfois de manière brillante, parfois au prix d'une dépendance accrue à des systèmes complexes et fragiles. En fin de compte, le projet saoudien agit comme un miroir tendu au reste du monde. Il montre jusqu'où une société est prête à aller pour préserver son mode de vie, sa stabilité et son ambition. Il pose aussi une question inconfortable. Si même un État aussi riche doit mobiliser une telle débauche de technologie pour sécuriser son eau, que cela signifie-t-il pour les régions moins favorisées? La rivière artificielle n'est pas seulement une infrastructure, c'est un signal. Un signal qui annonce que, dans le monde de demain, l'eau pourrait bien devenir la ressource la plus politique de toutes. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette analyse, et dites-nous ce que vous pensez de cette stratégie radicale. Solution visionnaire ou pari risqué, partagez votre point de vue dans les commentaires.